À 1h07 du matin, le patron de mon mari m'a envoyé un texto depuis son téléphone, il reste avec moi ce soir. Arrête d'appeler. J'ai répondu, très bien. C'est tout ce que j'avais besoin de confirmer. Puis j'ai envoyé un courriel. Avant 4h du matin, ils frappaient tous les deux à ma porte d'entrée, pas les paniquer. À 1h07 du matin, le patron de mon mari m'a envoyé un texto depuis son téléphone. Il reste avec moi ce soir. Arrête d'appeler. J'ai fixé l'écran, puis j'ai tapé, très bien. 11 minutes plus tôt, je me tenais pieds nus dans le bureau de mon mari, tenant une pile de papiers qui pouvait ruiner ma réputation. Ce jeudi soir avait commencé calmement. Une pluie froide de mars tapotait les fenêtres de notre maison à Oakwood, juste au sud de Dayton. J'avais réchauffé de la soupe au poulet, regardé la moitié d'un épisode de Blue Blood et attendu que Evan appelle. Il était parti vers 19h en disant qu'un client municipal à Cincinnati avait une urgence de flotte. Ne m'attends pas, avait-il dit, déjà à mi-chemin de la porte du garage. À 12h52, la vieille imprimante HP dans son bureau a commencé à fonctionner. Cette machine n'avait rien imprimé correctement depuis des mois. Elle a grincé, fait une pause, puis a craché page après page pendant que je me tenais dans le couloir en me demandant si elle pourrait prendre feu. J'ai failli la débrancher. Puis j'ai vu l'entête sur la première feuille. Document de clôture confidentielle de Riverbank Fleet Service. Riverbank était censé se vendre pour 8,6 millions de dollars, mais Evan m'avait dit que l'affaire était retardée. Je possédais 15% de l'entreprise. Des années plus tôt, j'avais investi mes économies et construit son premier véritable système comptable. Aucune vente ne pouvait être conclue sans mon consentement. Pourtant, le dossier indiquait que la clôture était prévue pour 8 heures ce matin-là. J'ai transporté les 47 pages dans la cuisine et les ai lues sous la lumière au-dessus de la cuisinière. La page 31 m'a glacé. Mon nom y figurait. Ainsi que ma signature. Sauf que je ne l'avais jamais signée. La page suivante prétendait que j'avais examiné et approuvé les chiffres financiers de Riverbank. J'avais fait le contraire. 3 mois plus tôt, j'avais averti Evan et Claire Whitmore, sa patronne, que plusieurs contrats municipaux étaient comptabilisés avant d'être définitifs. J'ai appelé Evan 2 fois. Les 2 appels sont allés sur la messagerie vocale. Puis le message de Claire est arrivé depuis son téléphone. Pendant une seconde horrible, la signature falsifiée a disparu derrière quelque chose de plus personnel. 16 ans de mariage se sont réduits à cet écran lumineux. Ma main tremblait si fort que j'ai posé le téléphone sur le comptoir. Je voulais rappeler. Je voulais l'entendre nier, même si un déni ne changerait pas où se trouvait son téléphone ou qui le tenait. Au lieu de cela, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai photographié chaque page. J'ai répondu, très bien. C'est tout ce que j'avais besoin de confirmer. À 1h19, j'ai envoyé les photographies par courriel à Walter Price, le président du conseil d'administration de Riverbank, à Nina Patel, l'avocate externe, et à l'avocat de l'acheteur pour la clôture. Je n'ai écrit que 3 lignes. Je n'ai pas signé ces documents. Je ne consens pas à cette vente. Préservez tous les journaux d'accès. Puis, j'ai appuyé sur envoyer. À 3h46 du matin, des coups ont secoué ma porte d'entrée assez fort pour faire trembler les cadres dans le couloir. À travers la vitre, j'ai vu Evan et Claire sur le porche, trempés par la pluie, pâles et essoufflés. Evan a crié mon nom. Claire a exigé que je rétracte le courriel. Aucun d'eux n'a demandé si j'allais bien. Et cela m'a dit que l'affaire n'était pas ce qui les effrayait le plus. Debout derrière cette porte verrouillée, regardant 2 personnes en qui j'avais confiance frapper à la vitre. Je n'arrêtais pas de me demander, quand avais-je cessé de voir ce qui était juste devant moi. Evan et moi nous sommes rencontrés en 2008, 6 mois après que j'ai quitté le service actif. J'avais servi comme capitaine dans le corps des finances de l'armée, et la vie civile semblait étrangement floue sur les bords. Dans l'armée, chaque dollar avait une ligne. Chaque décision avait un nom qui y était attaché. De retour à Dayton, les gens faisaient des affaires sur des poignées de main et qualifiaient les documents manquants de pas graves. J'étudiais pour l'examen de CPA et je travaillais dans un petit cabinet comptable quand Evan m'a apporté les livres de son entreprise. Riverbank Fleet Service opérait depuis un entrepôt reconverti près de Needmore Road. Elle entretenait des fourgonnettes de livraison, des camions utilitaires et des véhicules municipaux. Le fondateur, Walter Price, était travailleur,
mais son système comptable consistait principalement en des bloc-notes et un classeur cabossé. Evan avait 31 ans à l'époque, prompt à la plaisanterie et plein de projets. Il pouvait se souvenir du nom de chaque enfant de mécanicien et convaincre un client nerveux d'une réparation coûteuse sans que l'homme se sente idiot. « Tu fais obéir les chiffres, me disait-il. Je fais en sorte que les gens retournent mes appels. » Pendant longtemps, nous avons formé une bonne équipe. Quand Riverbank a failli manquer de liquidité lors d'une expansion, j'ai investi 85,000 $, la majeure partie de ce que j'avais économisé pendant mon service. J'ai aussi passé des soirées à établir des budgets, à séparer les dépenses professionnelles de celles de Walter et à créer un système de conformité que les banques pouvaient comprendre. Walter m'a plus tard donné une participation de 15% dans l'entreprise. Evan était fier de moi à l'époque. Du moins, je croyais qu'il l'était. Notre mariage était ordinaire de la meilleure des manières. Petit déjeuner du samedi au Golden Nugget, course au Dorothyland Market, dispute sur les réglages du thermostat et à qui c'était le tour de vider le lave-vaisselle. Nous n'étions pas glamour, mais nous étions stables. Les changements sont venus lentement. Evan a commencé à avoir plus de dîners avec des clients chez Fleming. Il prenait des appels le week-end dans le garage, même quand il faisait froid. Il a acheté des chemises que je ne l'avais jamais vu choisir auparavant et une bouteille d'eau de Cologne Tom Ford qui coûtait plus cher que notre premier micro-ondes. Une fois, je l'ai taquiné à ce sujet. Devrais-je m'inquiéter ? Il a souri sans lever les yeux de son téléphone. Seulement si tu es jalouse des gestionnaires de flotte municipale. J'ai ri. Je voulais que la réponse soit drôle. Claire Whitmore ne semblait pas être le genre de femme que je devais craindre. Elle était compétente, soignée et très respectée. Pendant la pandémie, elle avait maintenu Riverbank ouvert sans manquer une seule paie. J'admirais cela. Quand elle est devenue PDG, j'ai envoyé des fleurs. Mais 3 mois avant cette nuit pluvieuse, j'ai remis en question les revenus de plusieurs contrats municipaux qui n'avaient pas été finalisés. Claire a qualifié les chiffres de projection raisonnables. J'ai refusé de les approuver et je me suis retiré de la comptabilité quotidienne de l'entreprise. À la maison, Evan m'a dit que je le mettais dans l'embarras. Tout n'est pas une inspection, Rachel. Peut-être qu'il avait raison, pensais-je. Peut-être que des années à vérifier les chiffres m'avaient appris à m'attendre à des problèmes là où il n'y en avait pas. Alors, j'ai ignoré les dîners tardifs. J'ai ignoré l'eau de Cologne. Ce que je ne savais pas, c'est que le premier mensonge avait déjà été mis sur papier, et il portait mon nom en dessous. Le mensonge sur papier m'effrayait plus que l'affaire parce que je comprenais exactement ce qu'une signature pouvait faire. Avant qu'Evan et Claire n'arrivent à ma porte, j'ai étalé les 47 pages sur la table de la cuisine dans l'ordre. Je n'ai pas écrit dessus, ne les ai pas agrafés, ni rien enlevé. Mes années dans l'armée m'avaient appris que les preuves deviennent plus difficiles à défendre une fois qu'une personne en colère commence à les manipuler négligemment. À la page 18, j'ai trouvé une prime de rétention de 240,000 $ pour Evan. Claire devait recevoir un paiement de 910,000 $ pour changement de contrôle à la clôture de la vente. Aucun de ces paiements ne m'avait été mentionné, bien que mon approbation se trouvât supposément à la page 31. Puis je suis arrivé à la certification financière. Elle déclarait que j'avais examiné les chiffres des revenus de Riverbank et que je les considérais comme exacts. Sous cette déclaration se trouvait une autre copie de ma signature. Mon estomac s'est noué. Le dossier listait 2,3 millions de dollars de travaux municipaux attendus comme des revenus fiables. Certains de ces contrats attendaient encore l'approbation du conseil municipal. Un avait déjà été retardé. Je l'avais dit clairement dans un courriel 3 mois plus tôt. Si l'acheteur découvrait ces chiffres après la vente, Claire et Evan pourraient pointer du doigt cette certification et dire que l'ancienne comptable de l'entreprise avait tout approuvé. Ma licence de CPA ne disparaîtrait pas du jour au lendemain, mais ma réputation le pourrait. Je pourrais passer des années à prouver que je n'avais pas participé à la tromperie. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de penser comme une épouse attendant une explication et que j'ai commencé à penser comme une comptable protégeant un dossier. J'ai photographié le dossier page par page, en m'assurant que les numéros de page et les marges étaient visibles. Puis je suis allé dans le bureau d'Evan et j'ai vérifié l'historique de l'imprimante. Le travail avait été envoyé à distance sous son identifiant Riverbank. La destination indiquait le bureau à domicile Bennett. Evan avait apparemment eu l'intention d'envoyer le dossier à l'imprimante de la salle de conférence et avait sélectionné la nôtre à la place. Des années plus tôt,
je lui avais demandé de renommer les appareils pour qu'il puisse les distinguer. Ils disent tous les deux HP, m'avait-il dit. Je sais laquelle est laquelle. Debout là, à 1 heure du matin, j'ai presque ri, non pas parce que quoi que ce soit était drôle, mais parce qu'un plan impliquant des avocats, des cadres et des millions de dollars avait été exposé par un homme qui n'avait jamais renommé ses imprimantes. Je l'ai appelé 2 fois parce qu'une partie de moi voulait encore lui donner une dernière chance. Je voulais qu'il réponde et me dise qu'il y avait eu une erreur. Je voulais que 16 ans comptent assez pour qu'il me mente au moins de sa propre voix. Au lieu de cela, Claire a utilisé son téléphone pour me dire qu'il restait avec elle. Son message confirmait qu'ils étaient ensemble pendant que ces documents étaient préparés. Plus important encore, il montrait qu'Evan n'était pas un employé distant dont l'identifiant avait été volé. Il était avec la femme qui allait toucher près d'1 million de dollars de l'affaire. Alors, j'ai envoyé le courriel. À ce moment-là, je croyais avoir arrêté une clôture et exposé une affaire. Ce que je ne savais pas, c'est que quelqu'un avait téléchargé mon consentement falsifié à 12h56 du matin, seulement 11 minutes avant que Claire n'envoie son message. À 1h38 du matin, mon téléphone a sonné. J'ai failli le laisser tomber quand j'ai vu le nom de Nina Patel. Nina était l'avocate externe de Riverbank, une femme prudente qui n'utilisait jamais 3 mots quand un seul suffisait. Elle a sauté le bonjour. Rachel, j'ai besoin de réponses claires. Avez-vous signé le consentement des actionnaires? Non. Avez-vous autorisé Evan ou quelqu'un d'autre à signer pour vous? Non. Consentez-vous à la vente prévue pour 8 heures? Non. Il y a eu une pause suivie du bruit de la frappe. Gardez le dossier original, a-t-elle dit. Ne le donnez à personne. Je vous rappellerai. Sa voix calme m'a rassuré. Jusque-là, une partie de moi craignait encore de surréagir, qu'une explication innocente me ferait paraître stupide à la lumière du jour. Nina n'avait pas l'air confuse. Elle avait l'air alarmée. À 2h06, Nina a envoyé un texto indiquant que l'acheteur avait formellement suspendu la clôture. 15 minutes plus tard, le conseil d'administration de Riverbank a gelé l'accès d'Evan et Claire au courriel et aux fichiers de l'entreprise. Je ne le savais pas à l'époque, mais des alertes de sécurité ont commencé à s'allumer sur leurs 2 téléphones. C'est pourquoi à 3h46, ils sont venus frapper à ma porte. Evan a essayé sa clé. Le pen dormant a tourné, mais le loquet de sécurité a arrêté la porte après 5 cm. À travers l'ouverture étroite, je pouvais sentir la pluie et le parfum de Claire. Enlève la chaîne, a dit Evan. C'est un loquet et non. Son visage a changé. Rachel, c'est sérieux. Je sais. Claire s'est approchée, les cheveux humides et aplatis d'un côté. Elle ne ressemblait plus à la PDG soignée qui parlait au déjeuner du Rotary. C'étaient des documents de travail. Vous avez mal compris ce que vous avez vu. Ma signature était sur le brouillon. C'était un substitut, a-t-elle dit. Même à cette heure, la comptable en moi a remarqué le mot. Pas erreur, pas falsification. Substitut. Evan a pressé sa paume contre la porte. Tu as mis 74 emplois en danger pour une dispute conjugale. Cela a atterri là où il le voulait. Je connaissais ses employés. Je savais quel mari était sous dialyse et quelle fille venait de commencer l'université. Pendant un moment, j'ai imaginé un atelier de service vide et des familles me blâmant pour leur salaire perdu. Mes doigts se sont dirigés vers le loquet. Puis Claire a dit, envoyez un autre courriel. Dites-leur que vous étiez émotive et que vous avez fait une accusation avant de comprendre le dossier. J'ai laissé ma main tomber. Il n'avait pas conduit sous la pluie pour expliquer quoi que ce soit. Il voulait que je me discrédite avant que les avocats n'arrivent au travail. Je peux corriger une erreur, ai-je dit à travers l'entrebâillement. Je ne peux pas rétracter la vérité. La voix d'Evan s'est durcie. Il a dit que je regretterais de l'avoir humilié. Claire a continué d'insister sur le fait que la clôture pouvait encore être sauvée si je coopérais. J'ai fermé la porte et j'ai appelé le numéro non urgent de la police d'Oakwood. Le temps qu'un officier tourne dans notre rue, les feux arrière d'Evan disparaissaient sous la pluie. L'officier a pris un bref rapport et m'a suggéré de changer les serrures. Après son départ, je me suis assise sur la première marche de l'escalier avec une tasse de café froid, écoutant la maison se calmer. Elle ne ressemblait plus à notre maison. Elle ressemblait à un endroit que je devais sécuriser.
À 7h12 ce matin-là, Walter Price a appelé. J'ai vu votre courriel, a-t-il dit calmement. Rachel, le consentement falsifié n'est pas la pire chose que nous ayons trouvée. Walter m'a demandé de le rencontrer, lui et Nina, à Riverbank avant l'arrivée des employés. À 8h30, j'étais assise dans la petite salle de conférence donnant sur les baies de service, portant toujours le pull dans lequel j'avais dormi. Walter avait l'air plus vieux que la semaine précédente. Il a fait glisser un document de 6 pages sur la table. Ceci était inclus dans le dossier de clôture, a-t-il dit. Lisez le deuxième paragraphe. C'était un certificat de gestion indiquant que j'avais personnellement examiné les revenus projetés de Riverbank avant de me retirer du travail comptable. Selon ce document, j'avais approuvé les chiffres et assuré à la direction que les contrats municipaux étaient fiables. En bas, il y avait à nouveau ma signature. Nina a placé une autorisation bancaire légitime à côté. J'ai reconnu la date, mai 2019, lorsque Riverbank a refinancé l'équipement pour le service après-vente. Ils ont copié votre signature à partir de ce document, a-t-elle dit. J'ai regardé les 2 pages. Le léger crochet vers le haut dans le R était identique. De même qu'une minuscule trace de stylo près de mon nom de famille. Personne n'avait essayé d'imiter mon écriture. Il l'avait prise en entier. Le consentement d'actionnaire falsifié aurait pu me priver de mes droits de vote. Ce certificat aurait pu faire quelque chose de pire. Si l'acheteur découvrait plus tard que les 2,3 millions de dollars de contrats attendus n'étaient pas garantis, Evan et Claire pourraient dire que j'avais approuvé les chiffres. Mon nom serait le premier que les avocats, les régulateurs et le conseil de l'ordre des comptables verraient. Ils avaient besoin de quelqu'un à blâmer, ai-je dit. Nina n'a pas adouci les choses. Oui, c'était le véritable tournant de mon mariage. Pas le texto de Claire, pas l'affaire, pas même les coups à ma porte. Evan avait aidé à placer ma vie professionnelle entre lui et les conséquences de ses propres choix. Pendant quelques minutes, les preuves semblaient claires. Le journal du système montrait que mon consentement falsifié avait été téléchargé à 12h56 du matin depuis la connexion Internet du condominium de Claire. 11 minutes plus tard, elle a envoyé le message depuis le téléphone d'Evan. Le timing les plaçait tous les 2 ensemble à l'endroit où le fichier est entré dans le système de clôture. Puis Evan s'est défendu. À 10h15, son avocat a envoyé un courriel au conseil d'administration affirmant que je lui avais verbalement autorisé à signer en mon nom. En pièce jointe se trouvait un message vocal dans lequel on pouvait m'entendre dire « Fais tout ce qu'il faut pour maintenir l'affaire en vie ». J'ai immédiatement reconnu l'enregistrement. Je l'avais laissé des mois plus tôt lorsque notre compagnie d'assurance menaçait d'annuler la couverture de plusieurs camions de service nouvellement achetés. La phrase n'avait rien à voir avec la vente de Riverbank, mais Evan avait tout supprimé autour. Sans ce contexte, j'avais l'air coupable. À midi, l'acheteur s'était retiré de la clôture jusqu'à ce que le litige puisse être résolu. Les rumeurs se sont propagées à travers Riverbank plus rapidement que n'importe quelle explication officielle. Quelqu'un a dit au mécanicien que j'avais fait échouer la vente parce que j'avais surpris Evan avec Claire. 3 anciens collègues m'ont envoyé des textos. L'un m'a demandé si ma fierté valait 74 chèques de paie. Un autre a écrit « Je pensais que tu te souciais de cet endroit ». Je me suis assise dans ma voiture à l'extérieur de l'entrepôt et j'ai lu ces messages 2 fois. Envoyer le courriel avait empêché un mensonge de devenir permanent, mais cela n'avait pas prouvé que j'étais innocente. Pour la première fois depuis 1h07 ce matin-là, je me suis demandé combien me coûterait le fait de dire la vérité. Le lundi suivant, Evan avait emménagé dans une résidence près de l'autoroute et avait engagé un avocat spécialisé en divorce. La première lettre de son avocat qualifiait mon courriel d'ingérence intentionnelle dans une transaction commerciale légitime. La phrase était presque impressionnante. Elle transformait une signature falsifiée en paperasse et me faisait passer pour la criminelle pour l'avoir remarqué. Riverbank a suspendu les distributions aux actionnaires pendant que le litige de propriété était examiné. Ce revenu avait couvert la majeure partie de notre hypothèque et une partie de la facture de la maison de retraite de ma mère à Springfield. Evan le savait. Il savait aussi que mon travail de consultante arrivait de manière irrégulière. Les factures juridiques, non. En 6 semaines, j'avais payé près de 18,000 $ à mon avocat et à un comptable judiciaire. J'ai arrêté de dormir toute la nuit. Je me réveillais à 3 heures, vérifiais les serrures, puis restais au lit à calculer combien de mois je pouvais supporter la maison seule.
Ma formation militaire m'a aidé à faire des listes et à être à l'heure. Elle n'a pas rendu la trahison moins douloureuse. Un après-midi au Dorothy Land Market, une ancienne répartitrice de Riverbank nommée Marlène a bloqué mon chariot près des légumes surgelés. Mon mari travaille dans cette baie de service, a-t-elle dit. Vous sentez-vous bien de mettre son emploi en danger? Les gens se déplaçaient autour de nous avec des paniers et des tasses de café. J'aurais pu lui montrer le texto de Claire. J'aurais pu lui parler des signatures et des bonus. Au lieu de cela, j'ai dit, non, Marlène. Je ne me sens bien avec rien de tout ça. Elle a secoué la tête et s'est éloignée. Je suis resté là, tenant un sac de petits pois que je ne me souvenais pas avoir pris. 2 jours plus tard, Walter a demandé à me rencontrer dans un Panera près de Far Hills Avenue. Il avait l'air mal à l'aise avant même que je m'assoie. Riverbank, a-t-il expliqué, était disposé à acheter mes parts immédiatement. Le prix était bien inférieur à ce que je recevrais si la vente se concrétisait, mais il couvrirait mes frais juridiques et me permettrait de laisser l'entreprise derrière moi. En retour, je signerai un large accord de confidentialité et dégagerai les dirigeants de Riverbank de toute réclamation civile. Vous pourriez en avoir fini avec ça, a dit Walter. J'essaie de donner à tout le monde une porte de sortie. Pendant une longue minute, j'ai eu envie de l'accepter. J'étais fatigué d'être courageuse avant le petit déjeuner. Fatigué des appels téléphoniques, des rumeurs et d'ouvrir des enveloppes qui coûtaient $400 à un avocat pour les expliquer. La vengeance n'avait jamais été mon objectif. Je voulais que mon nom soit blanchi et récupérer ma vie. J'ai ramené l'accord à la maison. J'ai même placé un stylo à côté. Mais le langage exigeait que je retire mes objections sans aucune conclusion indépendante sur les documents falsifiés. Evan et Claire pourraient partir tranquillement tandis que le doute me suivrait pendant des années. Le lendemain matin, je l'ai rendu non signé. Je ne demande pas à Riverbank de punir 74 employés, ai-je dit à Walter. Je demande à l'entreprise d'arrêter de protéger 2 dirigeants. Par l'intermédiaire de mon avocat, j'ai proposé 3 conditions. Un audit médico-légal indépendant, une protection écrite pour les salaires et les avantages sociaux des employés, et aucune vente jusqu'à ce que mon nom soit officiellement blanchi. Walter a accepté de les présenter au conseil d'administration. 3 semaines plus tard, la comptable judiciaire m'a appelé. Nous avons récupéré le message vocal original. Elle a dit, Rachel, il y a une phrase après la partie qu'Evan leur a donnée. Et cette phrase a tout changé. Le message vocal récupéré commençait par ma voix sonnant fatiguée et impatiente. Faites tout ce qu'il faut pour maintenir l'accord d'assurance en vie, avais-je dit, mais personne ne signe mon nom sauf moi. Evan avait coupé l'enregistrement juste avant cette deuxième clause. Quand la comptable judiciaire l'a rejoué, j'ai fermé les yeux. Pendant des semaines, 5 secondes éditées avaient circulé à Riverbank comme preuve que j'avais autorisé la vente. La phrase manquante faisait plus qu'expliquer la conversation. Elle montrait qu'Evan connaissait ma règle et avait délibérément supprimé les mots qui me disculpaient. Nina a envoyé l'audio complet au conseil d'administration et aux avocats de l'acheteur. À la fin de la journée, le ton de leurs questions avait changé. Les preuves numériques ont suivi. Le fichier de signature copié avait été créé sur l'ordinateur portable d'Evan de l'entreprise. Le compte de Claire avait ouvert le dossier de clôture, révisé le certificat de gestion et enregistré la version finale. À 12h56 du matin, le consentement falsifié a été téléchargé depuis la connexion Internet de son condominium. 11 minutes plus tard, Claire m'a envoyé ce message depuis le téléphone d'Evan. Le même fichier avait également produit le travail d'impression à distance qui a atterri dans mon bureau. Il n'y a pas eu une seule confession dramatique. Il y a eu quelque chose de mieux, une simple piste d'actions ordinaires qui correspondaient les unes aux autres. Claire a demandé à parler avec Nina sans la présence d'Evan. Ce qu'elle a dit ne l'a pas excusée, mais cela a changé une partie de ce que je croyais. Evan avait dit à Claire que j'avais déjà accepté la vente. Il a dit que notre mariage était terminé sauf sur le papier et a prétendu que je retardais le divorce à cause de ma participation. Quand Claire a remis en question la signature copiée, il l'a qualifiée de correction technique et a insisté sur le fait que je lui avais donné une permission verbale. Elle en savait assez pour s'arrêter. Au lieu de cela, elle a aidé à réviser le document et l'a soumis. Pourtant, Evan avait promis à 2 femmes différentes 2 avenirs différents tout en négociant une prime de $240,000 pour lui-même. Claire a offert de coopérer pleinement si le conseil lui permettait de démissionner discrètement.
Walter a refusé. Nous ne transformerons pas cela en commérage, lui a-t-il dit. Mais nous ne cacherons pas les faits vérifiés pour protéger votre CV. Les avocats de l'acheteur ont examiné l'audit et ont décidé que Riverbank elle-même valait toujours la peine d'être sauvée. Les contrats de service étaient réels. Plusieurs avaient simplement été comptabilisés trop tôt. Si des gestionnaires indépendants remplaçaient Evan et Claire, les négociations pourraient reprendre sans fermer les baies de service ni couper les avantages sociaux des employés. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis permis d'imaginer que les travailleurs pourraient s'en sortir. Riverbank avait déjà un petit déjeuner pour les employés et les fournisseurs prévus au Marriott près de l'université de Dayton. Plus de 100 mécaniciens, employés de bureaux, vendeurs, banquiers et partenaires locaux étaient attendus. Walter a décidé d'utiliser l'événement pour expliquer pourquoi la vente avait été retardée et ce qui allait se passer ensuite. On a dit à Claire qu'elle pouvait y assister. Elle croyait apparemment qu'on lui permettrait d'annoncer qu'elle partait pour des raisons personnelles. J'avais prévu de m'asseoir près du fond, de ne rien dire et de laisser les preuves parler par l'intermédiaire de Nina et Walter. Mais quand Walter a commencé ses remarques, Claire s'est levée avant qu'il ait fini sa deuxième phrase. Elle a pointé du doigt à travers la salle de bal vers moi et a dit « Cette entreprise est en train d'être détruite parce que Rachel Bennett a découvert que son mari avait une liaison. » La salle est devenue si silencieuse que j'ai entendu une tasse de café se poser dans sa soucoupe. Claire est restée debout, une main agrippant le dos de sa chaise. Rachel n'a objecté qu'après avoir appris pour Evan et moi. Elle a dit « Cette enquête est une vendetta personnelle. » Walter a levé la main. « Claire, asseyez-vous. » Elle ne l'a pas fait. Je m'étais promis de rester près du fond et de laisser les avocats s'en occuper. L'humiliation publique n'était pas la justice, et je n'avais aucun désir de transformer un petit déjeuner d'entreprise en télévision de jour. Mais Claire venait de répéter la rumeur qui m'avait suivi dans les allées des supermarchés et les nuits blanches. J'ai regardé Nina. Elle a fait un petit signe de tête. Marcher jusqu'au microphone a semblé plus long que n'importe quel terrain de parade que j'avais traversé en uniforme. Je pouvais sentir les gens regarder, des mécaniciens que je connaissais depuis des années, des vendeurs dont j'avais autrefois approuvé les factures, des employés qui croyaient que j'avais joué avec leur chèque de paie. J'ai bien découvert une liaison, ai-je dit. Mais une liaison n'a pas arrêté cette vente. Des documents non autorisés l'ont fait. Claire a croisé les bras. J'ai gardé ma voix égale. Ma signature a été copiée d'une autorisation bancaire de 2019 et placée sur un consentement d'actionnaire. Un avertissement que j'avais écrit sur des contrats municipaux non approuvés a été retiré du dossier financier. Le message vocal complet qu'Evan a soumis dit « Personne ne signe mon nom sauf moi ». Sa version a coupé cette phrase. Nina a affiché une chronologie simple sur l'écran de la salle de bal. Elle montrait quand le fichier a été créé sur l'ordinateur portable d'Evan, révisé via le compte de Claire et téléchargé depuis le condominium de Claire. Aucun message privé n'est apparu. Pas de détails de chambre à coucher, juste des dates, des noms de comptes et des actions. Evan s'est éloigné de sa table. L'impression de ce dossier chez nous ne prouve rien, a-t-il dit. C'était une coïncidence. Quelques personnes se sont tournées vers lui. J'ai regardé l'homme en qui j'avais eu confiance pendant 16 ans et j'ai senti quelque chose en moi devenir très calme. C'était une coïncidence de 47 pages, ai-je dit. La page 31 portait juste par hasard ma signature falsifiée. Quelqu'un près de la table du directeur de service a laissé échapper un petit rire. Puis une autre personne l'a fait. Le rire n'était pas cruel. C'était le son d'une excuse s'effondrant finalement sous son propre poids. J'ai jeté un coup d'œil vers Walter. Le témoin le plus honnête dans tout ce gâchis était ma vieille imprimante HP de 9 ans. Même Nina a souri à cela. Walter est retourné au microphone et a annoncé que le conseil d'administration avait renvoyé Claire et Evan pour motif valable. Une direction indépendante prendrait le relais immédiatement. L'acheteur avait accepté de reprendre les négociations après avoir examiné l'audit. Puis il s'est adressé directement aux employés. Personne ne manquera un chèque de paie, a-t-il dit. La couverture santé continuera et les baies de service resteront ouvertes. Le soulagement dans la pièce était presque physique. Les épaules se sont détendues. Les gens ont commencé à chuchoter. Marlène, la répartitrice qui m'avait confronté au marché, a croisé mon regard de l'autre côté de la salle de bal. Elle n'a pas souri, mais elle a baissé la tête une fois. Je suis retourné à mon siège sans regarder Evan.
pendant des semaines, les gens avaient traité la vérité comme mon arme privée. Ce matin-là, elle est devenue ce qu'elle avait toujours été, un dossier que personne d'autre n'avait le droit de réécrire. Le petit déjeuner s'est terminé, mais les conséquences non. Claire a demandé à rencontrer Nina 2 jours plus tard. Elle a amené son propre avocat et a remis des courriels, des entrées de calendrier et des messages textes qu'elle avait échangés avec Evan. Elle a admis avoir envoyé le message depuis son téléphone parce qu'elle était en colère. Elle croyait que j'utilisais ma participation pour interférer avec l'avenir qu'Evan lui avait promis. Je voulais vous faire du mal, m'a-t-elle dit lors d'une réunion supervisée. Je n'ai pas compris tout ce qu'il avait caché d'autre, mais je savais que cette signature était fausse et j'ai aidé quand même. Ce n'était pas une demande de pardon. J'ai respecté cela. Evan a montré moins d'honnêteté. Il a blâmé Claire pour avoir soumis les documents, puis m'a blâmé pour avoir refusé de régler, et a finalement blâmé Walter pour avoir laissé la vente devenir trop compliquée. Mais le dossier montrait qu'Evan avait négocié sa prime de rétention de 240,000 $ avant même de dire à Claire qu'il avait l'intention de divorcer. Il ne l'avait pas choisi plutôt que moi. Il s'était choisi lui-même en premier et nous avait laissé toutes les deux croire le contraire. Il n'y a pas eu de scène de tribunal dramatique la semaine suivante. Les vrais litiges avancent plus lentement que cela. L'affaire civile a duré 5 mois et a produit plus de conférences téléphoniques que de révélations. Evan a finalement accepté de rembourser une partie des frais juridiques et d'audit de Riverbank. Il a renoncé à sa prime et a abandonné toute prétention selon laquelle je l'avais autorisé à signer pour moi. Claire a perdu son paiement pour changement de contrôle et a démissionné. Elle a coopéré à l'enquête, mais la coopération n'a pas effacé ce qu'elle avait fait. Nina m'a dit que les documents falsifiés avaient été renvoyés aux autorités compétentes. La question de savoir si des poursuites pénales suivraient n'était pas de mon ressort. Cette incertitude m'a dérangé au début. Puis j'ai réalisé que la responsabilité n'avait pas besoin d'arriver exactement sous la forme que j'imaginais pour être réelle. L'acheteur est finalement revenu avec une offre plus basse. Riverbank s'est vendu pour moins que les 8,6 millions de dollars initiaux parce que le retard et l'enquête avaient coûté de l'argent. J'ai reçu une juste valeur pour mes parts, bien que les impôts et les frais d'avocat aient pris une part douloureuse. Les employés ont gardé leurs emplois, leur assurance maladie et les mêmes baies de service qu'ils craignaient de perdre. Les gens ont appelé cela une victoire. Certains jours, cela en avait l'air. D'autres jours, je m'asseyais seul à notre table de cuisine et je me souvenais des petits déjeuners du samedi au Golden Nugget. J'avais perdu un mariage de 16 ans, plusieurs amitiés et la croyance réconfortante que l'histoire rendait la loyauté permanente. Evan s'est excusé une fois vers la fin du divorce. Il avait l'air fatigué et plus petit que dans mon souvenir. J'ai tout gâché, a-t-il dit. Ne pouvons-nous pas trouver un moyen de revenir en arrière? J'ai étudié son visage et j'ai entendu du regret, mais la plupart de celui-ci semblait encore viser la vie qu'il avait perdue. J'espère que tu deviendras meilleur que ce que tu as fait, lui ai-je dit. Je n'attendrai simplement pas à tes côtés pendant que tu essaies. Après son départ, j'ai pleuré pendant près d'1 heure. Le refuser était juste. Ce n'était pas facile. J'avais protégé mon nom, mais je commençais seulement à comprendre ce que je voulais construire avec ensuite. 8 mois après le matin au Marriott, j'ai déverrouillé la porte de Bennett Forensic Accounting pour la première fois. Le bureau occupait le rez-de-chaussée d'un bâtiment en briques rénové près du centre-ville de Dayton. Il avait 2 pièces, des planchers de bois francs inégaux et un radiateur qui cliquetait chaque fois que le chauffage se mettait en marche. Ce n'était pas impressionnant, mais le nom sur la vitre m'appartenait. Mes premiers clients n'étaient pas des entreprises avec des équipes d'avocats. C'étaient des entreprises familiales, une entreprise de chauffage, une petite entreprise de camionnage et une boulangerie dont la fondatrice voulait prendre sa retraite sans laisser à sa fille un désordre financier. Je les ai aidés à construire des systèmes d'approbation, à protéger les signatures électroniques et à poser des questions inconfortables avant que ces questions ne deviennent coûteuses. En d'autres termes, j'ai utilisé ce qui m'a presque détruite pour aider d'autres personnes à se protéger. J'ai gardé la vieille imprimante HP dans le coin à côté d'un classeur. Elle grinçait toujours avant chaque travail et tirait parfois 2 feuilles à la fois. Mon assistante voulait la remplacer, mais je ne pouvais pas me résoudre à la jeter. Un vendredi, Walter est arrivé avec un certificat encadré. Il avait imprimé l'employé de l'année en haut et placé une photo de l'imprimante en dessous. Pour service exceptionnel sous pression, a-t-il lu à haute voix. J'ai ri plus fort que la blague ne le méritait.
C'était la première fois que je pouvais me souvenir de l'imprimante sans voir aussi Evan et Claire debout sous la pluie. Riverban s'est installé dans une nouvelle propriété. Claire a trouvé un poste non exécutif dans une autre entreprise en dehors de Cincinnati. Evan a quitté Dayton et a commencé à reconstruire sa carrière quelque part où personne ne connaissait notre histoire. Je n'ai pas célébré leur perte, mais je ne confondais plus la compassion avec la suppression des conséquences. Pendant un certain temps, j'ai pensé que la vengeance signifierait leur faire ressentir exactement ce que j'avais ressenti. J'imaginais des excuses, une humiliation publique et la satisfaction de les voir perdre le contrôle. Rien de tout cela ne m'a rendu mon mariage. Ce qui m'a apporté la paix était plus simple. J'avais refusé d'associer mon nom à un mensonge, même lorsque le silence aurait été moins cher. J'avais protégé les employés sans protéger les personnes qui les mettaient en danger. Et quand la vérité m'a finalement disculpé, j'ai choisi de construire quelque chose au lieu de passer le reste de ma vie à regarder en arrière. La trahison commence rarement par un acte dramatique. Elle commence par de petits mensonges que nous sommes encouragés à excuser, un dîner tardif, un détail manquant, une préoccupation rejetée comme une réaction excessive. Le courage peut être tout aussi discret. Parfois, c'est seulement une phrase prononcée clairement quand tout le monde veut que vous doutiez de vous-même. Non, ce n'est pas ma signature. Ce n'est pas ma vérité. Un courriel n'a pas réparé ma vie. Il a fait quelque chose de plus important. Il a tracé une frontière autour de ce que les autres n'étaient plus autorisés à me prendre. Si vous êtes déjà resté calme pendant que quelqu'un essayait de réécrire la vérité, alors vous comprenez pourquoi j'ai appuyé sur envoyer. J'aimerais vraiment savoir ce que vous auriez fait à ma place.